Bonjour à tous et bienvenue à cette 7e édition d'Enjeux Innovation B2B. Donc je suis Émilie Gariel, partenaire chez Converteo, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un cabinet de conseil en data et digital qui regroupe à peu près 400 consultants et experts et qui accompagne notamment des entreprises B2B dans tous leurs enjeux marketing, digitaux et data. Pour cette table ronde, j'ai le plaisir de recevoir 5 personnes. Laurence Beauregard, directrice digitale et data de Saint-Gobain. Audrey Boucher, qui est directrice des ventes digitales de Rubix, anciennement Orexad Brammer. Nicolas Pomerol, directeur stratégie et innovation du groupe Pomona. Ludovic Loy, qui est chez le groupe Bruno, directeur marketing et digital. Et pour terminer, Stéphane Buffavant, directeur de la relation et d'expérience client chez Air Liquide. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va parler d'accélération e-commerce. Alors, pourquoi est-ce que c'est un gros sujet en B2B ? On a souvent en fait dit que le B2B était très en retard par rapport au B2C sur l'e-commerce. C'était vrai jusqu'à la pandémie, jusqu'au Covid, où en fait il y a eu une accélération sans précédent. Et aujourd'hui, très clairement, le B2B rattrape son retard et a même des perspectives de croissance largement supérieures au B2C. La FEVAD estime que d'ici à 2025, la croissance en France du e-commerce B2B sera de 25% par an. C'est dire un petit peu le marché qui est devant nous. Cette croissance en fait, de l'e-commerce B2B, elle est drivée par des changements d'habitude d'achat et une forte demande, une forte appétence des acheteurs B2B, dont plus de 80% aujourd'hui disent, par exemple, préférer commander, voire payer en ligne à d'autres canaux, comme le téléphone, la relation commerciale, le mail, etc. Cependant, il y a une large marge d'amélioration puisque plus de 2/3 de ces mêmes acheteurs déclarent qu'ils ne sont pas satisfaits par leur expérience online. On voit donc qu'on a un marché qui grandit, des acheteurs qui sont appétents, mais une expérience qui n'est pas toujours au rendez-vous. On a donc une double opportunité pour toutes les entreprises B2B, aller plus loin, aller plus fort, qualitativement et quantitativement. Je vais maintenant laisser la parole à nos invités et je vais vous poser une première question assez simple. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre entreprise et son contexte et nous dire un petit peu depuis quand vous avez pris le virage de l'e-commerce et quelle part aujourd'hui de vos transactions est effectuée online. On est d'accord que les transactions ne reflètent pas l'intégralité de l'activité, mais ça nous donnera une bonne idée du niveau de maturité un petit peu de chacun sur son marché. Alors, tout à fait. Donc, pour resituer, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est le leader français de la distribution des matériaux de construction, avec des enseignes généralistes que vous connaissez sûrement, Point P, la plateforme du bâtiment, et des enseignes plus spécialisées, comme CDO par exemple, dans le sanitaire, le chauffage. L'e-commerce a commencé chez SGDBF, alors vous me pardonnez l'acronyme, mais ça va être plus rapide quand même à chaque fois. Donc l'e-commerce a commencé vers 2015 avec deux étapes assez clés. L'une étant la refonte vraiment de toute la plateforme et des sites e-commerce en 2019, qui nous a vraiment permis d'être vraiment au standard, je dirais, sur ce point. Et le Covid, évidemment, comme on a déjà parlé, qui a été vraiment un accélérateur pour nous, avec la plupart de nos points de vente qui ont dû passer au click and collect en quelques semaines. Donc je pense qu'on a vraiment réussi en quelques mois à faire ce qu'on aurait mis des années normalement à faire en fait avec nos équipes digitales, nos collaborateurs et nos clients. Pour répondre à ta deuxième question, en termes de part d'e-commerce maintenant sur nos enseignes, alors ça reste très varié parce que vous comprendrez que sur de la couverture et de la tuile, c'est sûr que sur de l'e-commerce, c'est quand même un peu plus compliqué que sur de l'outillage par exemple. Donc on a un pourcentage de transactions e-commerce, alors on reviendra un petit peu sur le terme, qui varie à peu près de 1% à 13% suivant les enseignes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Audrey Boucher. J'ai la direction des ventes digitales pour Rubix. Rubix, c'est le leader de la distribution de fournitures industrielles. On est aujourd'hui représenté dans 23 pays en Europe pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards. La part des transactions en e-commerce, c'est un peu plus de 20%.
Historiquement, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, Rubix en France était plutôt connu sous l'enseigne Orexat Brammer. Et finalement, depuis le 1er janvier de cette année, on porte officiellement toutes et tous le maillot Rubix en France. Voilà. Sur la partie maintenant de l'historique, un peu, sur le digital de manière générale, on a eu une accélération forte à partir de 2013 pour atteindre un peu plus de 20% maintenant. Cette accélération, elle a été combinée, ça a été plusieurs facteurs. Un premier facteur qui est bien entendu l'investissement dans des outils du marché, mais aussi des prérequis comme l'unification de nos ERP ou le déploiement de nos logistiques, de nos centres logistiques au niveau national. Voilà. Bonjour à tous. Donc, le groupe Pomona, qui est peu connu du grand public en France, puisqu'on opère exclusivement en B2B, via 6 branches de distribution en France, des branches dédiées, Passion Froid pour nos produits surgelés et nos produits frais laitiers, produits frais carnés, la branche Épicaveur qui s'occupe de tout ce qui est température ambiante, boissons, produits d'hygiène pour le restaurateur, la branche Terrazur, fruits et légumes et produits de la mer. Ensuite, on a une branche dédiée pour la restauration commerciale qui s'appelle Relais d'Ormico pour la relation commerciale indépendante. Et 2 branches de commerce de spécialité qui sont Saveurs d'Antoine pour les bouchers, charcutiers, traiteurs et Délices et Créations pour les boulangers, pâtissiers. Voilà. Donc, le groupe opère dans le secteur de la restauration hors domicile et le commerce de proximité, qui est un business, j'allais dire, très, très traditionnel et qui était, il n'y a encore pas très très longtemps, un des plus en retard en termes de e-commerce. Voilà. Donc, on a pris le virage depuis à peu près 2017-2018. Et aujourd'hui, c'est pas loin de 20% de nos transactions qui passent par le e-commerce. Donc, on a, j'allais dire, plutôt bien rattrapé le retard, même si, on en parlera tout à l'heure, il faut relativiser et on ne veut pas partir tout azimut sur le e-commerce parce qu'on est encore sur un métier très traditionnel où le contact humain et le contact du chef de secteur est très important. Bonjour à toutes et toutes. Bruno, c'est une société qui est spécialisée dans la vente à distance de produits de bureau, mobilier, fourniture, équipements de protection, produits d'entretien, d'hygiène, alimentation. On a un credo qui est finalement d'accompagner tous les professionnels à bien s'équiper pour bien travailler et pour être aussi bien au travail. Donc ça, c'est notre mission. C'est un groupe qui est présent, j'avais un petit slide, c'est un groupe qui est présent dans 6 pays, qui réalise un peu plus, avec le logo, peut-être que vous reconnaîtrez des produits que vous utilisez tous les jours. Donc c'est un groupe qui est présent dans 6 pays, qui fait un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société qui est née avec le catalogue. Donc c'est une société issue de la VPC, en fait, qui a été fondée en 1955 en France. Et c'est aujourd'hui un groupe e-commerce qui fait plus de 90% de ses ventes sur Internet. On a démarré l'aventure en 98. Alors en 98, c'était en fait une page web, c'était une page contact, c'était une espèce de Minitel en couleur à l'époque. Le premier site marchand, quant à lui, est sorti en 2000. Voilà. Et on en est maintenant à plus de 90%. Bonjour à tous. Le groupe Air Liquide, juste quelques chiffres clés. Donc, le groupe Air Liquide est un des leaders mondiaux de la fourniture de gaz pour le monde industriel, la santé, mais fournit aussi des technologies et des services pour les clients. C'est 23 milliards de chiffre d'affaires, 66 000 collaborateurs et une présence dans à peu près 75 pays. Et c'est un groupe centenaire, donc qui a été créé au début des années 1900. Alors l'aventure digitale pour nous, c'est intéressant parce qu'elle a commencé au moment de la bulle Internet, dans les années 2000. Sans doute que c'était un peu trop tôt. Et donc, après avoir laissé le chemin parcourir et voir le monde extérieur évoluer, on a repris cette aventure en 2015 pour avoir eu des vrais enjeux de e-commerce dans une entreprise comme la nôtre assez traditionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 50% de dématérialisation et de transactions e-commerce. Et je mets un petit peu à côté les grands industriels qui souhaitent plutôt des interconnexions avec nous, comme l'EDI ou le Punch-Out. Et ça, c'est la suite des aventures pour aller chercher le reste de nos clients. Merci à tous.
Une particularité pour la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes sur une activité où les forces de vente jouent un rôle prépondérant, traditionnel, où certains de vos clients ont une appétence pour le digital qu'on peut qualifier de limité, même si on voit que les choses évoluent. Comment articulez-vous l'e-commerce et sa croissance avec les forces de vente, la relation commerciale, la présence d'enseignes physiques parfois, à la fois d'un point de vue expérience client et en interne? Alors tout à fait, pour SGDBF, on a effectivement dans notre métier de négociant, le cœur de la relation commerciale est vraiment au niveau des agences. On a un maillage géographique, on a 2000 agences. Par référence, McDonald's en a 1500 en France. Donc vous voyez le tissu. Un pro.p passe 1 à 2 fois par jour dans son agence. Donc il y a une relation vraiment très très forte avec les forces de vente. Et du coup, pour pénétrer un petit peu, pour apporter quelque chose, pour forcer, enfin pas forcer, mais amener cette adoption digitale, il faut vraiment apporter de la valeur. Donc, alors on a plusieurs, je vais parler de deux exemples ou 2 canaux principaux chez nous. Je pense que CDO a pas mal réussi en la matière en apportant vraiment grâce à la promesse et en travaillant sur sa logistique. Et en permettant par exemple de se faire livrer à J+1 sur tous ces matériaux en stock, avec une cut-off date le soir de 19h, alors qu'une agence CDO ferme à 16h30 ou 17h. Donc là, on apporte vraiment de la valeur. Le pro rentre chez lui, passe sa commande, et le lendemain matin, il passe à 6h à l'agence et il a sa pompe à chaleur. Donc ça a été vraiment un gros vecteur d'adoption de l'e-commerce côté CDO. Un autre exemple... le canal qu'on a développé, c'est la transformation de devis en ligne. Donc, avec un parcours qui démarre en agence, le pro passe, il dit à son vendeur fais-moi un chiffrage, il repart, bien sûr. Et du coup, le vendeur travaille sur le devis, il le pousse dans l'espace Mon Compte de son client, qui, en un clic maintenant sur son app mobile, peut valider le devis. Et ça, effectivement, c'est du transfert de chiffre agence. Mais pour nous, c'est de l'adoption digitale. Et on sait qu'à force, un client qui va se familiariser à pouvoir juste appuyer, valider son devis en ligne, un jour, il va passer à l'achat, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est 2 exemples de valeur. Parce qu'en gros, c'est le gain de temps qu'on va vraiment devoir apporter à l'artisan pour qu'il adhère en fait, à ces outils qu'on lui propose. Donc une expérience un petit peu sans couture entre les points de vente, les enseignes et le digital, avec une valeur ajoutée, un service en plus qui permet de contribuer à une plus grande adoption. Tout à fait. Et pareillement pour nos collaborateurs, puisque c'est important. Hein, c'est 17 000 collaborateurs en frontline qu'il faut également convaincre que le digital leur apporte quelque chose. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut... Nicolas? Je peux continuer. Nous, l'approche qu'on a eue au sein du groupe Pomona, c'est vraiment de développer une approche, j'allais dire omnicanal, mais omnicanal unifié. C'est-à-dire que le e-commerce ne doit surtout pas cannibaliser les autres canaux de distribution que sont le chef de secteur, qui est notre approche traditionnelle. On compte plus de 1000 chefs de secteur dans le groupe Pomona, donc on a quand même un maillage relativement dense de représentants sur le terrain. Le chef de secteur, il faut se donner l'idée que c'est le gars qui est dans sa Clio avec son crayon à papier derrière l'oreille et son carnet qui prend des commandes et qui est au bar avec le gars dans un restaurant en train de lui dire qu'est-ce que tu veux pour la semaine prochaine, qu'est-ce que tu veux pour ton repas de demain, et est-ce que tu reprends un canon, etc. J'exagère un petit peu, mais ça pourrait ressembler à ça. Et des plateaux de télévente, des plateaux de conseillers commerciaux qui sont le pendant. Si le chef de secteur ne passe pas parce que son secteur ne lui permet pas de passer visiter le restaurateur peut appeler et passer sa commande par téléphone. Et le troisième canal qu'on a lancé, évidemment maintenant, c'est qu'il peut le faire en totale autonomie, 24 heures sur 24, sur le web ou sur l'app de prise de commande. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de promo web, par exemple. On ne veut pas que le web dépositionne le chef de secteur. Donc, le chef de secteur, les produits qu'il aura proposés à son client, il les retrouvera exactement sur le web avec les mêmes tarifs qu'il aura pu bloquer. Ça, c'est un point très, très important. Et donc, ce que va apporter le e-commerce à notre client,
c'est de pouvoir gagner du temps. Un client qui est organisé, qui avait préparé sa liste de courses en avance, finalement, plutôt que d'attendre le passage de son représentant, il peut gagner du temps en saisissant en totale autonomie sa liste. Mais cette liste-là, quand il a commencé son panier, finalement, elle n'est pas fermée. Il va pouvoir commencer son panier à 2 h du matin à la fin de son service, en se disant ça a bien tourné, il faut que je recommande ça, ça, ça. Et puis le chef de secteur va passer le lendemain matin à 8 h du matin, il va compléter ce même panier, et puis à 11 h 30, il va se dire j'ai oublié ça, il va passer un coup de fil à la conseillère commerciale, au conseiller commercial, et il va pouvoir rajouter quelque chose encore sur cette même commande. Et donc à la fin, tout ça va se retrouver dans la même commande et sera livré à J+1 par notre réseau de livraison. Et donc, on a vraiment voulu créer quelque chose de complètement unifié. Et nos chiffres de e-commerce progressent doucement, mais progressent certainement. Mais finalement, depuis 5 ans que l'on a lancé le web, 5-6 ans, notre seul canal de recrutement de clients web, c'est le chef de secteur. C'est-à-dire que si le chef de secteur ne parle pas du web à son client, le client ne se digitalisera pas. Donc on est en réflexion en se disant est-ce qu'on veut accélérer, comment on veut accélérer. Et notre enjeu, c'est surtout un enjeu de conduite du changement auprès de nos chefs de secteur. Ça leur fait gagner du temps et ils doivent devenir des experts, des consultants et apporter de la valeur à leurs clients. Est-ce que, je rebondis sur ton intervention, en termes d'acquisition client, aujourd'hui tout est fait par le chef de secteur. Est-ce que vous avez testé ou investi du marketing digital, du marketing d'acquisition, ou est-ce que c'est une clientèle qui est relativement réfractaire ? La clientèle est réfractaire, mais il faut se méfier parce que justement, la clientèle évolue. On voit des nouvelles générations de restaurateurs qui arrivent. On parlera de tout l'écosystème des startups qui proposent beaucoup de services aux restaurateurs. Mais aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'on ne veut surtout pas dépositionner nos chefs de secteur. On n'a pas supprimé de postes, même si aujourd'hui, avec 20% de business qui passe par le web, le chef de secteur, il saisit beaucoup moins de lignes, ce qu'on appelle la saisie de lignes. Il prend beaucoup moins de commandes, mais il passe dans une logique vraiment de conseil, d'expertise. Et voilà, il faut qu'il comprenne que son nouveau métier, ce n'est pas un métier de saisisseur de commandes, c'est un métier de valeur ajoutée auprès du restaurateur. Alors, on retrouve beaucoup de choses communes par rapport à nos métiers. Je crois que le mot-clé, c'est effectivement la valeur. La valeur, et finalement, pour Rubix, c'est aussi de se dire que l'e-commerce fait partie de notre offre de services, au même titre que nos services logistiques ou nos services techniques, et que finalement, il est dans le quotidien de nos commerciaux, que ce soit nos commerciaux sur le terrain ou nos commerciaux internes, voire aussi nos experts dans nos familles de produits. Et finalement, on a réussi à passer le cran de j'ai un nouveau client, j'ai un nouveau contact, je lui crée et j'ai le réflexe de lui créer un accès web. Ça a pris du temps, ce n'est pas venu du jour au lendemain, mais on a pu cranter ce point-là et ça, c'est un succès puisque finalement, ça fait partie maintenant de l'ADN. Et donc ça, c'est sur la partie vraiment interne pour aussi appuyer ce point sur comment l'adoption on les fait également participer à nos évolutions fonctionnelles sur notre site. Donc, on a une communauté d'ambassadeurs dans nos agences qui sont des internes qui participent finalement au déploiement du web et qui sont partie prenante des développements fonctionnels et qui sont informés avant que les fonctionnalités sortent finalement en France ou en Europe de ce qui va se passer. Donc, c'est un peu le focus group interne. Et ça, c'est important. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi dans l'adoption, cette partie cross-fonctionnelle avec les clients et avec nos forces commerciales. Sur la partie client, maintenant, effectivement, on est aussi sur le commerce unifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que je me connecte sur mon espace client MyRubix, ou que j'appelle mon agence ou que je vois mon expert, quand je demande une disponibilité produit ou un prix, j'ai les informations qui sont identiques. Et dans le parcours client, on a effectivement digitalisé d'un point de vue finalement omnicanal de la partie devis. Et effectivement, un devis qui est fait aujourd'hui en agence est
mis à disposition en ligne pour nos clients, jusqu'à la partie de la facturation, donc pour avoir vraiment une expérience end-to-end sur le parcours du devis à la commande jusqu'au suivi de commande, au tracking, au téléchargement des BL et des factures. Audrey, Laurence, je passerai à Stéphane et Ludovic juste après. Par rapport au réseau d'agences aujourd'hui, comment gérez-vous justement la disponibilité des produits? Est-ce qu'il s'agit de stock agence? Est-ce que vous avez des stocks spécifiques dédiés à l'e-commerce? Alors, côté SGBF, non. Il n'y a pas de stock spécifique à l'e-commerce. On a donc les stocks, on capitalise bien sûr sur nos stocks agences. On a nos stocks, on a nos bases logistiques et nos bases nationales. Alors, je reviens effectivement sur le côté des promos. C'est vrai que suivant les enseignes, on va avoir parfois effectivement des démarches promotionnelles, sachant que sur les généralistes, par exemple chez Point P, on va avoir aussi une cible du particulier à projet. On n'est pas que sur du pro. Donc effectivement, du coup, de par l'écosystème concurrentiel, on se retrouve un peu dans ce genre de démarche. Alors nous, effectivement, c'est pareil, on n'a pas de stock dédié à l'e-commerce. On partage le stock, bien entendu, avec les agences. On a une plateforme nationale et des plateformes satellites. Et puis, on peut parfois, par la beauté de notre métier, avoir du stock de proximité pour des clients particuliers, et notamment des grands clients. C'était un peu l'historique pour Rubix, le métier plutôt de l'e-procurement. Donc, on peut effectivement, d'un point de vue logistique, avoir des réponses dédiées sur ces sujets. Merci. Stéphane, peut-être concernant Air Liquide, comment s'est fait l'évolution et l'intégration de l'e-commerce aux forces de vente et aux pratiques commerciales existantes? Alors déjà, on a un très large panel de clients qui va du petit artisan au grand industriel. Donc, fatalement, la réponse n'est pas la même. Il faut absolument s'adapter. Donc, il y a quand même des points communs. C'est que lorsqu'on regarde les enquêtes, ils nous disent tous, bon, vous êtes des professionnels, mais c'est compliqué. Et en fait, le compliqué, on a réussi à le résoudre avec le digital. Parce que ce qu'on a réussi à vendre, c'est de la simplicité. Et bien évidemment, nous n'opposons pas les canaux. On a voulu vendre une certaine liberté d'accès à l'entreprise. Alors évidemment, on ne va pas refaire les choses. Il y a des forces commerciales sur le terrain, on y est très attaché. On a des partenaires qui servent nos clients. Mais il y a aussi celui qui veut faire les choses lui-même. Et le do-it-yourself est vraiment un axe qu'on a voulu creuser. Et pour pouvoir le faire comme il faut, on ne peut pas digitaliser le « ça dépend ». La fameuse réponse que tout le monde a dans l'entreprise. Donc ça nous oblige à vraiment travailler les process, écouter les clients et finalement à réconcilier l'ensemble des sujets. Donc évidemment, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt du figital. C'est-à-dire les opérations qui sont importantes pour le client, mais sans véritablement de valeur ajoutée, qu'il puisse le faire lui-même. Et puis, une fois qu'il a vraiment un problème, pouvoir nous contacter et avoir une résolution de problème. Donc, c'est vraiment cet axe qu'on a observé et on est là dans le Caring News. En revanche, tout à l'heure, vous avez souligné le sujet du digital marketing. Et quand je parlais de la bulle Internet du 2015, et évidemment, quand on veut rattraper un retard, on peut le dire comme ça nécessite énormément d'investissement et de temps. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu louper le virage du digital marketing. C'est-à-dire le marketing continuera, mais cette observation de digital marketing est très intéressante. Et on a commencé dans la même période à tout de suite investir sur ces sujets, qui sont vraiment pour nous des nouveaux canaux qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, alors évidemment, mes commentaires sont recentrés sur la France. On est maintenant à 15% de développement qui est basé sur le digital marketing. Donc ça commence, après 3 ans d'investissement, j'ai envie de dire de courbe d'apprentissage, à porter ses premiers fruits. Et c'est intéressant, c'est une piste qu'on va vouloir observer. Donc absolument pas opposer les cadeaux, au contraire, ils sont complémentaires. Et d'ailleurs, les gens ont plutôt le sourire lorsque ça limite un peu le volume et que ça renforce finalement les réponses qualité lorsqu'on a les clients au téléphone. Et donc, on observe ces deux aspects de l'avant-vente et puis de l'après-vente. Ludovic, la situation est un petit peu différente pour Bruno, puisque c'est un acteur issu de la VPC, comme vous l'avez dit, donc de la vente par correspondance, qui déjà, d'un point de vue culturel, est un peu plus proche de l'e-commerce. Vous êtes aujourd'hui à plus de 90% de transactions en ligne. Est-ce que le catalogue a disparu ? Et finalement, comment l'e-commerce prend le relais ou s'intègre à l'existant ? Alors non, le catalogue n'a pas disparu. L'e-commerce n'a pas supplanté le catalogue. Les rôles, par contre, ont sensiblement évolué depuis quelques années maintenant. Si on fait un petit retour en arrière en 2000, donc premier site marchand à l'époque,
Les clients recevaient un catalogue, choisissaient les produits dans le catalogue, notaient des références, se connectaient sur Internet pour quelques-uns d'entre eux, et puis saisissaient ces références dans un formulaire, en fait. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les clients viennent sur le site pour rechercher, choisir, commander des produits, dans une offre qui est évidemment beaucoup plus large que celle du catalogue, notamment via un système de marketplace. Et puis avec un tas d'outils en fait, qui vont faciliter l'accès à ces produits. On a aussi une richesse de contenu qui est bien plus forte que celle qui est finalement très limitée dans un catalogue, vous l'imaginez bien, en nombre de photos, en contenu enrichi, type vidéo notamment. Donc c'est une autre expérience qui est proposée. Pour autant, le catalogue existe toujours. Et donc nous, on envoie toujours aujourd'hui, encore chaque année, 2 catalogues à nos clients. Et on parle d'un catalogue de plus de 600 pages. Donc c'est quand même un document qui est assez conséquent. Et alors pourquoi on le fait ? Déjà, on le fait parce qu'on a parmi nos clients un certain nombre d'entre eux qui utilisent toujours le catalogue. Donc il a toujours un rôle transactionnel pour un certain nombre de clients. Alors un nombre de clients qui se réduit quand même beaucoup. Et par contre, il a aujourd'hui un rôle qui est de plus en plus inspirationnel. Donc finalement, ce n'est pas tout à fait un livre d'images, mais c'est un document dans lequel le client va puiser des idées. C'est aussi un symbole très fort de la marque Bruno. Donc je disais tout à l'heure qu'on a été fondé en 1955. On a toujours existé à travers des documents papier adressés à des clients, entreprises. Donc c'est un vecteur de communication, c'est un vecteur d'image, c'est un vecteur de présence à l'esprit aussi chez les clients. Donc il joue ce rôle-là et il joue un rôle énorme évidemment de passerelle vers le web. Voilà, donc ça nécessite de repenser le catalogue. Donc si on regarde le catalogue d'aujourd'hui, il est différent de celui d'il y a 10 ans, celui d'il y a 20 ans. Et il sera sans doute encore très différent demain. Mais il est maintenant au service du web, là où le web finalement était, quand il était juste un canal de commande, était au service du catalogue. Merci beaucoup. Un des éléments que vous avez presque tous évoqués, c'est aussi une évolution des services qui sont proposés en e-commerce pour sortir du purement transactionnel prise de commande, même si ça reste au cœur de l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Quels sont les types de fonctionnalités, services, contenus que vous mettez à disposition via des canaux online que vous ne pourriez pas ou ne pourriez pas mettre à disposition directement en offline et comment est-ce que ça apporte de la valeur et est-ce que vous êtes capable de mesurer cette valeur d'ailleurs ? Je commence ? Bon, très bien. Donc, effectivement, voilà, moi, je préfère effectivement souvent parler de l'adoption digitale, comme vous avez vu, plutôt que d'e-commerce, parce que chez nous, c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de jouer. Donc, je mentionnais tout à l'heure la transformation de vie, qui en est un. Là où on a beaucoup travaillé, sur 5 de nos enseignes, on a développé l'application mobile. En plus bien sûr de la version responsive du site, parce que nos artisans en fait en termes d'équipement, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est leur smartphone et là, toute la journée ils la passent sur leur chantier. Et les parcours ont vraiment été pensés sur l'app mobile, simplifiés pour des cas d'usage en mobilité. Et on voit, c'est pareil comme disait Audrey, on a aussi nos ATC e-commerce qui passent un petit peu, qui tournent et qui essaient justement de renforcer cette adoption. Et on voit très clairement, en fait, un des points, des bénéfices qui vont pousser, c'est regarder votre espace Mon Compte. Typiquement, je prends un comportement, le pro est venu passer, comme chaque matin à l'agence, il a déposé un seau de colle à carrelage qu'il n'a pas utilisé, c'est un retour, il s'en va tout de suite, boum. Tiens, tu m'enregistres le retour, hop, et ben 2 heures plus tard, il peut aller sur son espace Mon Compte, il voit que son retour a bien été pris en compte, il a son bon de retour, il a son avoir qui est crédité, etc., etc. Donc on joue un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'en plus, je dirais qu'avec la dématérialisation de la facturation, les régulations qui arrivent là-dessus, ça va certainement aussi un peu pousser aussi dans ce sens-là. Donc ce côté un peu administratif qui, pour notre cible client du pro, est une vraie souffrance. Vous-même, si vous voyez le temps que met un artisan à vous envoyer sa facture, son devis, etc., c'est vraiment le point de souffrance. Donc nous, on joue pas mal là-dessus. Et notamment à travers l'app mobile. Alors, je sais qu'on parlera des apps mobiles cet après-midi, mais nous, on a pu constater qu'à force, justement, les utilisateurs d'app mobile, on a vraiment un taux de conversion sur l'app mobile qui est nettement supérieur, en fait, en transactionnel
au desktop, puisqu'une fois qu'il a adopté l'app mobile, il va effectivement finalement passer à un moment donné à l'acte d'achat. Merci. Nicolas, pareil. En fait, je pense qu'il faut bien catégoriser les services. Et je dirais qu'il y a deux natures de services ou de serviciels qui peut y avoir. Il y a ce qui relève de notre relation avec notre client et qui va rentrer dans ce qu'on peut appeler le self-care, le fait de pouvoir se débrouiller soi-même en tant que client avec, le site de mon fournisseur, le groupe Pomona. Et donc, évidemment, je peux passer une commande, mais je peux aussi récupérer mes factures, vérifier que mon avoir a été saisi. Je vais pouvoir télécharger une fiche technique. Et tout ça, on le mesure et on se rend compte que c'est très utilisé par nos clients, toute cette partie gestion administrative de ma relation avec mon fournisseur. De la même façon qu'on a sur nos sites des livres blancs, des idées de recettes, des catalogues, toute la partie fiche technique. Aujourd'hui, la profession de restaurateur devient de plus en plus réglementée, en particulier en restauration collective. Donc, en 2 clics, le gérant d'une cantine scolaire peut sortir la part de ses achats bio, la part de ses achats à label qu'il a pu faire chez Pomona. Et donc, il peut avoir, sur une période donnée qui configure comme il veut, la cartographie de ses achats. Tout ça, c'est du serviciel que l'on propose parce que c'est notre métier. Ensuite, il y a toute une gamme de services. Et on voit plein d'acteurs qui en proposent, qui vont proposer des services sur le métier de notre client. Une solution de tiroir-caisse, un système de référencement en ligne pour que quand je tape pizzeria à Gare de Lyon, je sorte en premier sur Google et sur les sites de réseaux sociaux. Un système d'unification de mes commandes, un système de click and collect pour pouvoir brancher facilement, etc. Et ça, c'est le métier de nos clients, ce n'est pas notre métier. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'on est un petit peu old school chez Pomona, mais on se dit qu'on n'est pas légitime pour faire le métier de notre client, parce que c'est lui qui sait le faire. Et donc, on ne souhaite pas, pour l'instant, proposer des services qui ne soient pas notre métier, qui est très très simple, qui est d'acheter, de stocker et de revendre et de livrer correctement. Et faire ce métier très simplement, c'est déjà un challenge aujourd'hui. Donc on n'est pas parti sur ce catalogue serviciel, j'allais dire, qui déborde de notre activité et mais qui pourrait être connexe. Ludovic. Je vais continuer. Alors effectivement, on distingue 2 types de services. Donc on a la partie du service autour du self-service justement et de l'autonomie. Donc on est en train de finaliser aussi dans ce parcours-là des fonctionnalités du type gestion des réclamations, par exemple, ou également gestion de reporting pour nos clients. Donc ils accèdent directement à leur reporting. Et là, on est encore sur la partie transactionnelle et self-service. Rubix, la particularité, c'est qu'on a également des solutions techniques qu'il faut que l'on mette en face des produits. Donc on a un travail de contenu également à réaliser. Et là, on est plutôt sur du contenu autour de nos solutions logistiques, comme les vending machines ou des solutions techniques, comme le condition monitoring, où finalement, c'est plutôt des stratégies de contenu. Et puis, pour terminer, on a aussi la volonté de déployer un peu plus le chat pour ajouter un point de contact supplémentaire pour nos clients. Et finalement, pour un peu boucler la boucle des comment je rentre en contact et comment je rends service et comment je suis toujours là aux côtés de mes clients. À propos du chat, parmi vous, combien proposent cette possibilité de rentrer en contact avec son commercial ou avec un commercial d'un plateau via le site, en direct, en visio ou en call? Pas chez nous, on est beaucoup sur le téléphone. Non, pas encore. Encore téléphone? En réflexion, ouais. Alors chat, pour l'instant, écrit, classique, hein, mais effectivement, on a des réflexions autour du chat, notamment vidéo, pour de l'expertise. En réflexion. Donc nous, on propose du chat. On l'a un peu enrichi avec des modules de web callback. On a également un chatbot. Donc ça permet de traiter des demandes simples en fait, de clients et de gérer un volume plus conséquent. On n'a pas encore tenté la visio. Il faut un peu convaincre les conseillers pour ça.
Alors pour nous, la première initiative de vidéo, c'était plutôt de la visio-assistance pour les parties techniques. Et je souris beaucoup parce qu'on entend souvent les équipes dire mais les clients veulent des applis mobiles, ils veulent faire ci, ils veulent faire là. Je me rappelle les premières expériences d'expérience 4G où les téléphones chauffaient tellement que la vidéo se coupait. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir juste le bon timing technologique pour pouvoir faire les choses. Donc visio-assistance, on l'a fait. On pourrait aller plus loin, mais ça n'a pas eu un succès le plus important, enfin, qu'on attendait en tout cas. Et sur la partie application mobile, quand on voit le taux d'utilisation finalement de l'appli d'échange transactionnel en mobile, elle est quand même assez réduite. Donc on voit bien que de temps en temps, on est prêt à y aller, mais il faut laisser le temps au marché d'avoir un vrai persona pour ça. Et en tout cas, on ne l'a pas pour l'instant. Ludovic, je crois que tu voulais intervenir sur la partie servicielle. Oui, puisque en fait, tu évoquais la dimension transactionnelle. Et c'est vrai que dans le e-commerce, c'est un peu la base. Hein. Et nous, on a 2 dimensions complémentaires qui nous intéressent beaucoup, enfin, qui nous semblent importantes pour les clients. C'est la dimension relationnelle et la dimension expérientielle. Donc ça passe par les services qu'on est capable de pousser en ligne. Donc on en a un certain nombre qui sont d'ailleurs très B2B en termes de coloration et qui ont été pensés en se mettant dans la peau du client, en se disant mais finalement est-ce qu'on peut l'aider à simplifier ses achats. Donc pour donner quelques exemples, on a une fonctionnalité toute simple qui est le transfert de panier. Donc ça permet quoi ? Ça permet de récupérer les besoins de ses collègues sans trop s'embêter, là où on imaginait quelqu'un se promener avec un bout de papier et récupérer les besoins. Ça a été digitalisé. On a des circuits de validation de commandes, parce qu'on sait que dans les entreprises, il peut y avoir des circuits d'approbation en fait, liés à des seuils de commandes. Donc ça aussi, ça a été digitalisé. Le chat, j'en ai parlé. On a des options budget, par exemple, pendant la pandémie, on s'est retrouvé dans un contexte où nos clients entreprises avaient beaucoup de télétravailleurs et des gens qui avaient peut-être besoin de s'équiper en étant chez eux, donc de passer eux-mêmes une commande dans le respect d'un budget défini par l'entreprise. Donc tout ça pour dire qu'on est capable très très vite de digitaliser un grand nombre de services avec toujours un objectif qui est de faciliter la vie du client, lui faire gagner du temps, lui donner beaucoup d'autonomie, un peu ce que disait Audrey. Et c'est pour ça qu'on les pense souvent en mode self-service. L'idée, c'est que le client puisse tout seul en fait, se débrouiller sur le site, sans aide. Donc il faut que ce soit simple, intuitif. Et la deuxième composante servicielle, mais elle est très axée contenu, c'est-à-dire que nous, on vend des produits parfois techniques à des acheteurs, enfin des passeurs de commandes qui ne sont pas des experts de ces produits. Et donc là, notre mission, c'est aussi de leur permettre de faire les bons choix. Donc travailler des guides d'achat, fournir des éléments qui vont aider, des tutos typiquement, c'est des choses que l'on fait. Et par extension, on va même un peu plus loin et on sort du site web. On a lancé en toute fin d'année une première série de podcasts. J'en parle parce que ça peut peut-être vous intéresser. Ça s'appelle SOS Réunion. Vous trouverez ça sur toutes les plateformes de streaming. L'idée, c'est pas de vendre des produits pour équiper une salle de réunion. L'idée, c'est plutôt de dire quels sont les trucs et astuces, les clés en fait pour réussir une réunion et la rendre efficace. Et on sait que c'est un vrai sujet. Et donc, c'est en accès libre. Mais l'idée derrière ça, c'est d'engager le client autrement que par la transaction. Et de considérer que tous ces éléments périphériques de service et de contenu, finalement, vont aussi participer à la création de valeur pour la marque. C'est pour ça qu'on attache une importance très forte, même si, effectivement, le cœur reste le transactionnel. C'est, de notre point de vue, très important. Je vais te passer la parole, Stéphane. J'ai vu que tu voulais réagir sur la partie servicielle. Oui, parce que je n'avais pas répondu. En fait, on ne veut pas anticiper des services dont le client n'a pas besoin. En fait, on observe que de plus en plus, ils veulent du temps réel. Et pour nous, on a déjà réussi à faire une part des choses sur le transactionnel et on voit bien qu'ils voudraient modifier les données de l'entreprise. On est sous contrat, mais modifier les données de l'entreprise, c'est un vrai challenge pour nous, parce qu'il y a la partie visible et une partie non visible et on essaie de trouver l'équilibre entre les deux pour pouvoir, par exemple, laisser changer une adresse. Mais changer une adresse, chez nous, c'est bien plus compliqué que ça. C'est derrière des flux logistiques qui sont planifiés, cartographiés. Et donc, ces informations-là, on essaye de les mettre à sa disposition et en même temps, on aimerait que l'expérience de création soit assez vite relayée entre sa création et la réalité de ce qu'il pourra revoir sur son espace client. Donc, on travaille ces éléments-là de façon importante et sur nos partenaires, parce que j'ai parlé tout à l'heure du panel, on ne peut pas miser que sur les clients parce que nous avons des clients et partenaires qui servent nos clients et là aussi, on a beaucoup misé pour pouvoir réaliser une transaction digitale de bout en bout. Et pourquoi on veut faire ça ? C'est parce que l'enjeu de la donnée, qui est l'enjeu d'aujourd'hui, mais surtout de demain, on a besoin vraiment de la mettre sous contrôle pour pouvoir ouvrir le spectre. Enfin, pour le chat,
Je crois que la donnée clé, on en parlera peut-être juste après, c'est le contact. Et comment on gère correctement le contact dans une entreprise, c'est un vrai challenge. Donc avant d'ouvrir le chat, ce serait quand même malheureux de lui demander qui nous parle pour pouvoir faire une transaction avec lui. Voilà. Excellente transition avec ma dernière question, parce que j'ai peur qu'on manque de temps ensuite, qui concerne la data. Quand on parle d'accélération e-commerce, un des leviers majeurs qu'on voit aujourd'hui, au fur et à mesure que la maturité grandit, c'est la collecte et l'exploitation de cette donnée à plusieurs fins. Aujourd'hui, où en êtes-vous de ces travaux sur la donnée, que ce soit la collecte ou l'exploitation, et quels sont vos prochains challenges ou vos prochaines ambitions sur le sujet? Je peux peut-être débuter. Donc, nous, l'exploitation de la data a toujours été clé en fait, dans notre métier de vendeur à distance, puisqu'on a toujours travaillé sur la donnée pour segmenter des bases de données clients, pour cibler des actions marketing, pour faire des scorings. On est un peu des fadas de la data en fait, en vente à distance. La nouveauté avec l'e-commerce, c'est de récupérer un très très grand nombre de données first party qui vont être liées à des interactions sur le site et à de la navigation en fait. Donc ça, c'est une donnée alors qui est riche en volume et qui est super intéressante parce qu'elle va permettre d'aller beaucoup plus loin dans les actions engagées. Donc nous, on en a un certain nombre sur lesquels on travaille beaucoup et pour lesquels on s'alimente de cette donnée. C'est un sujet numéro 1 qui est le sujet de la personnalisation, c'est-à-dire qu'un client qui vient sur un site internet, il a besoin d'être reconnu en tant que tel. Et donc l'exploitation des données qui le concernent lui, qu'elles soient transactionnelles, CRM ou liées à son expérience sur Internet, ce sont des données qui sont utiles. Enfin, clairement, c'est de la recommandation produit, c'est de l'adaptation de contenu. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est plutôt lié à l'exploitation des données de comportement sur le site qui vont permettre d'améliorer les parcours d'achat. Typiquement, chez nous, le moteur de recherche, qui est un outil très utilisé par les clients sur le site, on va l'améliorer en s'appuyant sur les données historiques. Alors, on s'appuie un peu sur du machine learning, mais l'idée, c'est de dire, puisqu'on a beaucoup de résultats d'achats de clients qui ont fait une recherche individuelle, est-ce que la manière dont ils ont fait cette recherche et le comportement qu'ils ont eu là sur la page de résultats peut aider les clients futurs du site? Donc, en analysant ces données, en analysant finalement les taux de réussite des pages affichées sur requête, on va améliorer en permanence notre capacité à proposer le bon résultat à la recherche d'un client donné, donc en s'appuyant là aussi sur la donnée. Et puis, on a des éléments de données qui vont directement être utiles pour des actions marketing. Donc, typiquement, des données d'audience sont des choses qui sont utiles pour cibler des campagnes de search ou de display sur Internet. Donc ça, on les exploite. C'est ce qu'on appelle remarketing, retargeting notamment. Et ça peut aussi venir alimenter des forces commerciales. Parce que j'ai dit qu'on était très web et toujours catalogue, mais on a aussi des commerciaux, des forces de vente. Et aujourd'hui, savoir qu'un de ses clients en portefeuille est allé passer quelques minutes dans le rayon mobilier du site Internet, ça peut être une information intéressante pour déclencher derrière une action commerciale. Donc tout ça pour dire que la donnée, elle est essentielle. Il faut par contre savoir l'utiliser, puisqu'on en a beaucoup. Et en tout cas, elle participe à l'efficacité et l'amélioration de la rentabilité des actions marketing et commerciales. Ça veut dire que si on prend l'exemple de Bruno, qui est assez avancé en la matière, vous avez des équipes assez conséquentes en data analyse, data science pour tout le suivi, l'analyse de la web perf. Vous avez des équipes qui font du CRO, vous avez des équipes qui font de l'analyse de digital marketing. C'est-à-dire que derrière, on parle d'un impact important et donc d'un travail organisationnel conséquent aussi. Alors c'est un sujet important, pour autant l'équipe n'est pas incroyablement dingue en nombre de personnes. Je pense que l'important c'est d'avoir les bonnes personnes. L'important c'est aussi d'avoir les bons outils, parce que finalement la donnée, il y a quand même un sujet de digestion de ces données. Donc toute la BI qui est derrière peut être très très importante. Et puis il ne faut pas sous-estimer l'apport que peut avoir la machine. Tout à l'heure, je parlais du moteur de recherche. Ce sont des choses qui sont gérées en auto-apprentissage via du machine learning. Donc, ce n'est pas forcément un humain qui va interpréter toutes les données. C'est une machine qui va être capable de mesurer ce qui se passe à partir des données observées et d'en tirer un modèle et de permettre, là, en l'occurrence, au moteur de recherche de s'améliorer un peu tout seul, on va dire. Mais effectivement, on a quelques personnes clés. Ça semble suffire, en tout cas aujourd'hui. Impeccable.
Nicolas, Stéphane, tu voulais réagir? Je peux compléter. J'aime beaucoup le sujet de la donnée. Tout le monde en parle. On dit que c'est important. Donc, on a adressé le quoi, on lui a donné un nom. Et très souvent, il manque le comment. Et je crois que les endroits où on a le plus performé, c'est quand on a pris le sujet à cœur. Alors, personne n'a envie de le prendre. Souvent, sur des sujets les plus transversaux, sont les plus compliqués à résoudre. Donc, évidemment, ça agace les collaborateurs, ça agace les clients. Et pour pouvoir le résoudre, on a fait une combinatoire avec l'amélioration continue qu'on a mis au cœur de ces transactions. Donc, on a défini la gouvernance en disant une donnée, c'est comme ça, on l'écrit comme ça. Et comme on n'améliore que ce qu'on mesure, on a évidemment une BI pour être sûr que ce qu'on a dit est respecté. Et plutôt que d'adresser ça à des personnes centralisées parce que ça déresponsabilise tous les autres, on a décidé que celui qui avait détruit la donnée serait celui qui la corrigerait. Donc on a un BI assez puissant qui nous permet de descendre assez finement dans l'organisation et de pouvoir vérifier que les règles qu'on a appliquées sont respectées. Au-delà de la donnée interne qu'on appelle maintenant un asset, comme une installation, c'est extrêmement important, puisqu'avec cette donnée, on parlait tout à l'heure des données et des réglementations pour 2024 sur la facturation dématérialisée à 100%. Évidemment, le numéro de TVA ou l'identifiant de l'entreprise sera clé. Et dans le digital, c'est oui ou non, c'est pas peut-être. Il n'y a pas de TIPEX. Donc, si on ne mesure pas cette donnée et qu'on ne l'adresse pas correctement, la charge va revenir à l'émetteur, c'est-à-dire à l'entreprise, c'est-à-dire une mauvaise qualité de données augmentera la charge de traitement des équipes de celui qui l'a émise. Donc, il y a un véritable enjeu. Et je crois que pour l'expérience client, décrocher le téléphone en donnant le nom de la personne et en l'accueillant, c'est autre chose. Et c'est grâce à ces données combinées qu'on arrive à améliorer l'expérience. Nicolas, Audrey. Pour revenir sur ce que disait Ludovic, je suis tout à fait d'accord sur le fait d'exploiter la donnée dans une logique d'amélioration du parcours client, de personnalisation du parcours client, d'être pertinent. On a des clients qui sont très différents entre une cantine scolaire qui va faire 1500 repas jour avec un ticket moyen à 4,50 € et une brasserie gastronomique qui fait 30 couverts à 50 € de ticket moyen. Donc, il ne faut pas proposer les mêmes produits, pas avoir les mêmes règles de substitution pour un client comme un autre. L'autre enjeu que nous, on utilise aussi assez significativement, c'est finalement tirer profit de ce qu'on peut analyser avec, j'allais dire, un peu d'automatisme pour enrichir notre chef de secteur, toujours dans cette logique d'omnicanalité. À savoir que, comme on est sur un business récurrent, théoriquement, un client va passer une commande tous les jours, 2 fois par semaine, avec une fréquence assez régulière. Et normalement, un bon chef de secteur, il est censé voir sur ses clients ce qui a été commandé ou pas commandé et avoir des signaux faibles. L'enjeu de la data, c'est justement de pouvoir faire que tous nos commerciaux deviennent comme le meilleur des commerciaux et qu'ils puissent le matin se dire « Tiens, ce client-là n'a pas commandé d'huile de friture ». Si un client ne commande pas d'huile de friture, c'est que lui, il est parti chez un concurrent. Et si elle est partie chez un concurrent, c'est le client qui partira à un moment donné. Et ça, même si le commercial est très bon, être capable de scanner ça très très vite, c'est compliqué. Et c'est ce que peut lui apporter avec beaucoup de simplicité. Il faut être, c'est ce que tu disais, très pragmatique et très opérationnel en se disant, en fait, c'est quoi les éléments clés que je veux aller chercher pour être très pertinent après dans ma relation et pour améliorer, augmenter notre chef de secteur. Alors, je peux peut-être rebondir parce qu'effectivement, ça fait pas mal écho. De notre côté SGDBF, c'est vrai qu'on a commencé, on est profondément orienté data et je dirais on a été pas forcément sur le côté e-commerce en fait. Et je le sens un peu côté de l'expérience Bruno, qu'effectivement, je pense qu'on arrive à ces degrés de maturité sur l'e-commerce et utiliser la data quand le pourcentage de l'e-commerce commence à progresser. En fait, nous, bon, comme je le rappelle, le plus gros de notre chiffre, il est sur les agences. Donc, on a vraiment développé avec une petite équipe de data scientists des modèles, des algorithmes en fait sur notre business, mais autour de domaines aussi larges que la logistique, le crédit client, donc des modèles prédictifs, beaucoup de modèles prédictifs pour d'aide à la décision ou pour apporter de l'information à nos commerciaux. Donc typiquement, ce que tu décrivais, Nicolas, des modèles de customer churn, en fait, qu'on va venir pousser des alertes en fait, dans le CRM, des modèles de prédiction ou d'évaluation du potentiel de développement d'un client.
Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est déjà depuis 3 ans. Voilà, on produit pas mal et c'est vraiment assez puissant. Et paradoxalement, sur l'e-commerce, voilà, on commence en fait à appliquer en fait un peu de data science. Alors, il y a le machine learning sur le moteur de recherche, mais aussi des algorithmes de recommandation produits que je suppose que chez Bruno, voilà, vous devez avoir aussi. Mais on est peut-être un petit peu moins mature sur ce degré de profondeur sur l'e-commerce. Et à côté de ça, de façon plus pragmatique, hein, on le disait effectivement, exploiter la donnée analytics, on va dire, ou les données de parcours client. Il y a des outils de plus en plus évolués dans la matière et sur lesquels on commence à se positionner et qui nous permettent effectivement de bien mettre le doigt sur les points de souffrance, sur les pain points dans les parcours, de les quantifier, d'évaluer leur impact et du coup, pour nous, de prioriser. Donc maintenant, l'utilisation de la data et avec notre petite équipe de data analyst a été vraiment complètement intégrée au product management hein, dans l'évolution des sites. Donc vraiment très important pour nous. Et ça nous permet aussi de sortir, comme on a un réseau et des remontées très vives en général de notre terrain, enfin des bons réseaux de canaux de remontée, de sortir du cliché de l'artisan du fin fond de notre belle région de France qui nous a dit qu'en gros, il n'aimait pas la couleur du bouton et que tout le monde cascade et nous dit non, il faut changer la couleur du bouton. Donc, de s'appuyer, il faut écouter le client, mais il faut écouter la data aussi. Audrey, est-ce que tu veux réagir sur la data ? Ouais, finalement, beaucoup de choses ont été dites. On partage effectivement la partie utilisation de la data d'un point de vue d'abord client et comportemental. On s'est doté chez Rubix d'un data lake il y a un peu plus de 5 ans hein, pour pouvoir répondre à ces enjeux. D'abord sur le basique, hein, mise en œuvre de scénarios de marketing automation sur du simple panier abandonné ou une première visite, mais pour aller aussi un peu plus loin en utilisant le comportemental. On a également des équipes UX hein, qui travaillent sur les pain points sur notre site web pour pouvoir améliorer le parcours client. Et puis finalement, on a aussi un sujet sur la data produit, qui est quand même l'essence hein, du site e-commerce, où aujourd'hui, Rubix, c'est un peu plus de 3 millions de références dans notre PIM. Donc il y a des enjeux de qualité de la donnée, puisqu'on voit aussi que les taux de conversion, quand la qualité de la donnée est présente, ça peut être un x3. Donc c'est aussi important de travailler autant la data client que la data produit avec nos partenaires fabricants. Les résultats de moteurs de recherche qui ne sont pas les bons parce que la donnée est mal indexée et ainsi de suite. Chantiers fondamentaux. Merci beaucoup à tous les 5. Je pense qu'il est temps de laisser la parole à la salle pour une salve de questions. Merci encore. Oui, merci beaucoup à vous 5. Merci Émilie pour l'animation. On peut les applaudir, effectivement. Et effectivement, n'hésitez pas à poser quelques questions. On peut compléter avec vos demandes. Un micro va circuler. Il suffit de lever la main et j'arrive. Ah, vous êtes bien. Alors, on va peut-être prendre un autre micro pour aller le donner. Et pendant que je monte, je vais poser moi une question. Sauf si, Émilie, tu me dis si tu l'as déjà posée. Je n'étais pas là au tout début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le contexte actuel d'inflation, de pénurie, donc des tensions sur la supply chain, est-ce que ça vous a conduit à réviser un certain nombre de choses dans vos stratégies ou en urgence de déployer des services, des fonctionnalités ou finalement peut-être de réduire un peu la voilure sur le self-service et de repartir sur des contacts directs. Voilà. Alors nous, effectivement, dans le domaine des matériaux, comme ça ne vous a pas échappé, enfin dans plein d'autres modèles, mais matériaux de construction, effectivement, le contexte inflationniste et le contexte des ruptures a donc créé des effets assez antagonistes. On a pu se retrouver avec des hausses, notamment en termes de recherche Internet, de trafic, donc des hausses puisque les matériaux étaient en rupture, les gens cherchaient beaucoup. Et puis dans l'autre sens, bien sûr, le contexte inflationniste fait que le coût des projets augmente, les projets de rénovation. Donc là, on a pour le coup, depuis le milieu de l'année dernière, on a l'effet inverse, on commence à avoir des baisses de recherche parce que baisse de chantier, etc. Donc ralentissement de l'activité. Ne pas oublier qu'on est effectivement aussi donc, dans le métier du négoce. Donc nos tarifs sont négociés avec nos artisans. Donc qui dit inflation dit passer d'une mise à jour des prix par an à 3,
4. Donc là, effectivement, en arrière-boutique, au niveau des outils, des mises à jour de prix et notamment aussi chez nos grands comptes, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de difficultés à devoir suivre ce pas, que ce soit d'un point de vue humain ou d'un point de vue outil. Voilà. Est-ce que sur sujet... Je peux peut-être compléter sur ce point. Je crois que les industriels ont horreur d'avoir des effets de surprise. Donc, souvent, le digital, je dis le digital ne pardonne pas. C'est-à-dire que quand on a été notifié, on prend ça pour argent comptant. Et donc, évidemment, si la réalité de la prestation ne se déroule pas, c'est tout de suite très compliqué. Donc, nous, ce qu'on a essayé d'anticiper, c'est éviter de promettre quelque chose qu'on ne tiendrait pas. Et donc, si on voyait une défaillance arriver, l'idée était évidemment d'anticiper avec des appels sortants, parce que le digital ne peut pas le faire, ou de façon absolument pas personnalisée. Et c'est plutôt la stratégie qu'on a adoptée quand on avait des constats de défaillance sur la supply chain. Nous, à notre niveau, comme on vend essentiellement sur Internet, finalement, une difficulté d'approvisionnement, on sait la gérer, puisque le produit est rendu, n'est plus disponible sur le site, tout simplement. Et au sujet des prix, l'agilité du web permet aussi finalement de faire des mises à jour de prix quand c'est nécessaire. Le vrai défi ou le challenge, c'est plutôt la gestion des prix entre ceux qui sont affichés sur le site Internet versus ceux qui ont pu être à un moment donné déployés sur un catalogue. Voilà. Donc c'est le petit point à gérer dès lors où on a des changements un peu inopinés. Mais on gère globalement plutôt bien la situation parce qu'on est de nouveau à 90% des ventes sur Internet en fait. Ouais.